Hello à toi. Sur cet épisode que je rediffuse sur Vision, j'ai eu un échange avec Audrey Ginisti sur mon rapport au doute depuis le début de mon activité jusqu'à aujourd'hui avec une équipe et puis finalement comment je le gère. Puis globalement on a parlé de leadership, de décision et puis de passage à l'action. Audrey est consultante en management et recrutement, elle accompagne les entrepreneurs et les entreprises sur ces sujets avec une approche bien différente puisqu'elle y apporte toujours un regard scientifique sur la psychologie humaine notamment. En tout cas, je te recommande vivement de la suivre et d'aller écouter son podcast Leader Insight sur lequel elle m'a reçu. Avec Audrey, on apprend vraiment toujours énormément. Je te laisse maintenant sur l'échange que j'ai eu avec elle. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur le podcast Leader Insight, le podcast qui te donne envie de développer des compétences de leader, que tu sois entrepreneur, dirigeant ou manager. Je te donne des outils pratiques pour booster ton leadership. Je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager avec toi ma passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans ce podcast, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Sarda qui est la fondatrice de Step 22. Step 22, c'est une agence qui accompagne les entrepreneurs à passer des caps supérieurs au niveau de la croissance de leur business. Ça, Pauline, elle le fait de manière extrêmement dynamique, extrêmement passionnée. Et ça, vous allez pouvoir le ressentir si vous écoutez son podcast Vision, qui est plein de pépites dans lesquelles elle vous parle de business, de mindset et bien plus encore. Aujourd'hui, avec Pauline, on a parlé de doute. J'avais envie d'aborder ce sujet avec elle parce que quand je l'ai rencontrée il y a près d'un an de ça, je crois, en fait, elle m'a fait vraiment l'impression d'une femme extrêmement solide, extrêmement forte. Vous savez, un petit peu ces femmes battantes, comme on dit, une espèce de dynamisme débordant. Et on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a une énorme confiance en elle. Et en discutant avec Pauline, je me suis rendu compte que finalement, c'était peut-être pas toujours le cas, ou en tout cas, pas comme je pouvais me l'imaginer, ou en tout cas comme son équipe pouvait le penser. Ça reste évidemment une femme passionnée, une femme déterminée, mais dans cet épisode, elle a accepté en fait de révéler certaines parts, je dirais, de son état d'esprit, de sa façon de voir les choses. Et comme le doute, c'est quelque chose qui nous concerne tous, en particulier si vous avez créé votre entreprise, vous savez très bien que c'est un petit peu le compagnon de route, malheureusement, qui est très très fréquent. Je trouvais ça intéressant d'interroger justement une femme qui ne renvoie pas du tout cette image-là et qui pourtant peut des fois ressentir ces moments de doute. Donc ça, on va l'aborder à travers ses expériences personnelles, mais aussi on va essayer de chercher à comprendre finalement comment on peut l'apprivoiser ce doute. Est-ce qu'à certains moments, il peut être utile ? Et on va répondre aussi à des questions comme faut-il parler de ces moments en fait d'hésitation, de doute, de mal-être à son équipe ? Quelle posture il faut avoir quand on est censé être un leader un petit peu exemplaire dans les moments où justement ça va pas toujours très bien. Je vous laisse maintenant écouter mon épisode avec Pauline Sarda. Bonjour Pauline. Hello Audrey, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Moi aussi, je suis ravie d'être là avec toi, de pouvoir avoir cet échange et que tu as accepté de dédier un petit peu de temps pour venir sur un épisode de Leader Insight. Avec grand plaisir. Alors, je t'ai invitée parce que je voulais parler d'un sujet que je trouve super important et qui est, je pense, encore trop peu abordé. C'est le doute du leader ou le doute de la dirigeante, pour être plus précise aujourd'hui. C'est un sujet qui me semble assez important et commun aux hommes comme aux femmes, peut-être plus souvent rencontré par les femmes. Et avant de rentrer quand même dans le vif du sujet, si tu es d'accord, j'aurais bien voulu qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, savoir ce qui t'a amené en fait à créer aujourd'hui ton entreprise et rapidement un petit peu le déroulé de ce qui t'a amené jusqu'ici. Alors, ce qui fait que j'ai créé déjà mon entreprise, premièrement, peut-être c'est la grande question, c'est tout simplement que je crois en tout cas que je ne rentrais pas dans les cases du salariat. Et ce n'est pas que, je dis je crois, mais je pense que c'est presque sûr, parce que tout simplement, j'ai eu heureusement des expériences qui se sont extrêmement bien passées en tant que salarié, mais j'ai eu aussi
des expériences qui n'ont pas été telles que j'aurais aimé les avoir. C'est-à-dire, je me suis quand même fait virer 3 fois. Donc, il y a eu un moment donné, si tu veux, où je me suis remise en question et où je me suis dit, bon, Pauline, écoute, il y a quand même un problème. Le fait que tu te fasses virer à plusieurs reprises comme ça, il est peut-être temps de te remettre en question. Et je pense que tout simplement, j'étais pas dans le bon bocal. Donc ça, tu vois, c'est vraiment le premier élément en mode, ok, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ça, c'est vraiment tout bête, mais du coup, c'est ça qui fait que je suis devenue entrepreneur. Ensuite, pourquoi c'est ce que c'est aujourd'hui? C'est-à-dire du coaching business qui accompagne sur Dynamite 45, par exemple, un challenge pour les indépendants qui démarrent pour construire leur offre et vendre, versus le 3-6, un accompagnement pour les entrepreneurs de 6 mois qui sont déjà bien avancés pour toujours accompagner sur des problématiques business de développement. C'est tout simplement que j'ai été commerciale auparavant et que, quelque part, mon expérience commerciale est venue me rattraper dans ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Donc là, c'est un petit peu les grandes lignes. Maintenant, il y aurait peut-être d'autres choses que tu aurais envie de savoir. La première idée qui me vient là, c'est que finalement, cette remise en question, elle a été peut-être initiée par un doute de est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que je suis dans le bon bocal? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, complètement. C'est exactement ça. Mais j'ai pris du temps à comprendre. Mais une fois que j'ai compris, c'est là que j'étais dans la bonne direction finalement, quoi. Et donc, tu as osé finalement prendre ton courage à 4 mains, si je puis dire, pour partir dans l'entrepreneuriat, ce qui n'est pas forcément une voie évidente. Est-ce que quand tu as sauté le pas, on va dire, il y avait un petit peu plus de confiance ou moins de doute, hein, je ne sais pas si c'est les bons termes, mais en tout cas, tu as senti que c'était par là qu'il fallait aller? Oui, j'ai senti que c'était quelque chose, en tout cas, que j'avais jamais essayé de faire et que si je le faisais pas, je le regretterais toute ma vie. Et donc, d'ailleurs, à partir de ce moment où j'ai eu cette remise en question, j'ai eu aussi d'autres remises en question dans ma vie à côté. Si tu veux, ça a été un grand chamboulement. Et à partir de ce moment-là, dans ma vie, toutes mes décisions, je les ai prises à partir de ça. En mode, est-ce que tu regretteras de l'avoir fait ou de ne pas l'avoir fait? Et à partir de là, toutes mes décisions ont été prises comme ça. Et donc, la première, ça a été l'entrepreneuriat. C'est une super technique, hein, vraiment, parce que je donne aussi parfois. Hein, c'est d'essayer de se projeter un petit peu dans l'avenir, de est-ce que je vais regretter ou pas. Et parfois, c'est plutôt les émotions, entre guillemets, négatives qui nous aident, qui nous propulsent, plus que l'espoir d'un avenir meilleur. C'est très contre-intuitif, hein, cette idée de penser au négatif pour finalement trouver l'énergie en soi, d'y aller quand même, j'imagine, malgré la peur, les hésitations, etc., quoi. Exactement. Mais dans tous les cas, si tu veux, à ce moment-là, je crois que je n'avais pas d'option 2, d'option B. Pour moi, c'était ça ou rien. Et donc, comme j'avais la sensation que tout ce que j'avais fait auparavant avait échoué, je me suis dit, dans tous les cas, je risque rien. Et dans tous les cas, il peut m'arriver que du bien, en fait, en réalité. Ah ouais, donc du coup, tu as mis toute ton énergie sur le plan A, vu qu'il n'y avait pas de plan B. Donc ça évite aussi la dispersion, hein. Exactement, oui, la fameuse dispersion le focus dont je parle absolument partout. Mais oui, c'est vraiment ça. J'ai dit, je mets tous mes œufs au même endroit, j'y vais à fond. Et évidemment, je me suis donné quand même une échéance pour réussir ou pas, des indicateurs, etc. Mais je me suis dit, j'y vais à fond, quoi. Ça, c'est super intéressant ce que tu viens de dire, parce que c'est quelque chose que j'entends souvent, que ce soit chez les dirigeants ou les entrepreneurs, est-ce que je lâche tout pour me mettre à fond dans ce nouveau projet? Et là, tu viens d'ajouter une petite nuance quand même, c'est je me donne une échéance, je me donne des points de repère, je sais pas le terme, pour savoir si quand même ma décision, elle est OK ou pas dans X mois ou X temps. Et ça vient mettre un petit peu, je trouve, de rationalité dans ce choix qui, des fois, est une espèce d'impulsion, on va dire, un truc un peu instinctif, quoi. Si tu veux, moi, je pense que la limite est fine entre persévérer et s'obstiner. Et je pense que c'est pas bon de s'obstiner. C'est-à-dire que oui, effectivement, on l'entendra partout quand on est entrepreneur. On entend partout, il faut persévérer, il faut poursuivre. Mais si on persévère en ne changeant rien dans le plan d'action, on obtiendra toujours les mêmes résultats. Et donc, c'est comme ça qu'on persévère et qu'on s'obstine. Donc, c'est pour ça que je me suis donné un temps pour réussir quelque part, mais aussi des indicateurs. C'est-à-dire que je me suis dit, par exemple, au début, OK, si dans 3 mois,
tu n'as toujours pas un client, ou alors tu as facturé, je sais pas, 200 euros, ça veut dire que c'est le moment de remettre en question tes pratiques. Et il y a forcément des choses qui ne fonctionnent pas dans ce que tu fais. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait d'ailleurs, parce qu'au bout de 3 mois, c'était le calme plat, j'avais eu 2 clients. Et donc, je me suis remise en question et j'ai changé des choses. Et tu vois, je me suis laissé le temps comme ça, mais j'avais vraiment des indicateurs pour me laisser la possibilité. C'est-à-dire que j'avais la porte ouverte de, OK, tu essaies, tu te laisses la possibilité de réussir. Mais si concrètement, au bout d'1 an, parce que moi, c'était l'échéance que je m'étais donnée, si au bout d'1 an, j'avais vraiment 0 résultat, alors même que j'avais fait des modifications dans mon plan d'action, alors là, j'aurais été prête éventuellement à repartir sur un CDI ou tu vois autre chose. C'est très très aidant ce que tu viens de dire, je trouve, parce que il y a vraiment cette amalgame qui est fait entre obstination, persévérance. La persévérance, du coup, si je t'écoute, elle inclut finalement la remise en question perpétuelle, et c'est plus un processus, un chemin sur lequel on va avancer, puis on va apprendre des choses, et on va peut-être en garder et en jeter. Alors que l'obstination, moi, l'image que j'ai en tête à chaque fois, c'est il y a une porte et voilà, tu fonces dedans, tu cherches pas à l'ouvrir, ou tu butes toujours sur le même rocher alors que tu es en train de marcher. C'est un peu cette image-là que j'ai en tête, tu vois. Bah, c'est la bonne, c'est exactement celle que j'ai. C'est-à-dire s'obstiner, continuer d'avancer et puis de se prendre le mur, le mur, le mur. Mais est-ce que tu as commencé, est-ce que tu as regardé à gauche et est-ce que tu as regardé à droite pour voir ce qui se passe? Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que le doute, là, pourrait être finalement un indicateur? Parce que tu me dis, bah voilà, finalement, tu faisais des petits bilans ou des petits checkpoints régulièrement pour voir où t'en étais. Et j'ai l'impression que c'est justement un espace qui permet de mettre du doute, mais un doute qui peut être intéressant. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu pourrais le voir, toi aussi? Ou Oui, alors, complètement. oui. C'est être OK avec le fait de, parce que évidemment, j'ai eu plein de moments, comme tous les entrepreneurs, de doute, à me dire: «Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que vraiment, j'aurais dû faire ça? Est-ce que je fais assez? Est-ce que je ne fais pas assez?» Bien sûr que toutes ces questions, je me les suis posées, mais c'est quelque part, accepter que ça fait partie du processus et d'ailleurs même, j'avais même prévenu tout mon entourage proche et je leur avais dit: «Écoutez, je me laisse 1 an. C'est-à-dire que j'avais donné mon plan. J'avais dit, écoutez, je me laisse 1 an pour réussir, pour faire quelque chose. Alors, quand je dis réussir, pour moi, réussir, ça voulait tout simplement dire réussir à gagner ma vie. Voilà. C'était ça, comme ça que je le déterminais. Et donc, j'avais prévenu tous mes proches pour ne pas être parasité, parce que l'entourage peut vite parasiter. Et je leur ai dit, c'est simple. Je ne veux pas que vous me posiez la question si ça va ou pas dans mon entreprise. Il y a uniquement quand moi, j'aurais envie de vous en parler. Parce que si tu veux, j'avais peur que ça vienne me parasiter, que mes proches viennent me dire alors comment ça va. Et tu vois, quand t'as pas envie de répondre, en fait, j'ai toujours pas de clients. Parce que ça, c'est la première chose que les gens autour de toi, tes proches, ils vont s'inquiéter pour toi et puis vont te dire ah ouais, oh là là, ça craint et tout. Et j'avais pas envie d'entendre ça. J'avais envie de rester focus dans mon énergie positive. Et je savais que oui, pour faire fonctionner une entreprise, ça peut prendre un certain temps. Et donc, j'avais prévenu tout le monde. Et ça m'a énormément aidé parce que je me suis créé une bulle de focus et de positivité autour de moi. Et mes proches ont respecté ça. Et ils ont vu que quand ça a marché, j'ai commencé à leur en parler de moi-même. Tu vois. Donc, je m'éloigne peut-être un petit peu du sujet, mais c'est quelque chose que ça faisait partie du OK, si moi j'ai envie de douter, je vais douter, c'est sûr. Ça va être dur. Ça sera pas tous les jours facile. Et je vous en parlerai uniquement quand moi j'aurai besoin d'en parler. Mais ne venez pas m'embêter moi dans mon processus. Ouais, ça c'est quelque chose que j'imagine assez peu d'entrepreneurs ou de dirigeants font, et pourtant ça permet effectivement de mettre un petit peu des frontières et de pas récupérer, j'ai envie de dire, la charge mentale ou la charge émotionnelle négative d'autres personnes. On a déjà assez de doutes pour soi-même, donc c'est pas la peine de récupérer les doutes des autres et de venir se plomber un petit peu le moral. Du coup, ouais, on l'a bien compris, le doute, ça fait partie du processus. Il y a douter de soi-même, et il y a aussi une thématique que je voulais aborder avec toi, c'est douter quand on a une équipe. Est-ce que c'est la même chose? Et juste pour mettre un peu le contexte, toi, tu as une équipe de combien de personnes aujourd'hui, Pauline? J'ai 8 personnes, mais j'ai qu'une salariée. J'ai 7 personnes en freelance et une salariée. Enfin, j'en ai eu 2 à un moment donné, mais là, j'en ai qu'une. C'est déjà pas mal. Mais dans tous les cas,
moi, quand j'englobe l'équipe, j'englobe tout le monde. Que ce soit, je parle pas de prestataires qui travaillent ponctuellement avec nous. Je parle de prestataires qui sont vraiment tout le temps là, quoi, au quotidien avec nous. Oui, puis tu dois faire collaborer tout le monde et avancer dans le même sens, donc ça reste une équipe malgré Oui, tout, de toute façon. ouais, c'est ça. Du coup, tu fais comment quand tu as un doute? Alors, je sais pas si tu peux nous partager une expérience, hein, si c'est faisable ou pas, hein. Là, par exemple, si tu as eu un doute, est-ce que tu l'as partagé à ton équipe? Est-ce qu'il y a des doutes que tu partages, d'autres que tu partages pas, par exemple? Alors oui, j'ai l'habitude de partager mes doutes ou de partager parfois mes inquiétudes. Je vais le mettre un petit peu dans le même, dans la même chose, mais j'y reviens un petit peu aujourd'hui. C'est-à-dire que je partage, déjà typiquement, je vais dire, c'est pas tout à fait le doute, mais je vais être OK avec le fait de dire à toute l'équipe: «Écoutez, je ne suis pas parfaite, potentiellement je peux me tromper». Donc des fois, je vais me tromper, je vais être amenée à me tromper. Donc vous pouvez me le dire: «Pauline, tu t'es trompée ou quoi aux caisses» et il y a pas de souci, j'assumerai, les conséquences et j'assumerai, ça. Mais je suis aussi OK de dire: «Ah là, je suis pas certaine que le chemin qu'on a pris ou la décision que j'ai prise soit la bonne». En revanche, je parlais de ressenti aussi. Sur les ressentis et sur comment je me sens, j'y reviens parce que là, ces derniers mois, on a eu plein de tumultes qui se sont passés dans la société. Et j'ai eu du coup des moments de stress intenses et j'ai l'habitude d'en parler à l'équipe. Et je pense que pour le coup, peut-être que je suis allée trop loin dans le partage de mes ressentis. En tout cas, c'est ce que j'en retiens aujourd'hui. C'est que en fait, quelque part, en tant que leader, c'est ça qui est difficile, c'est que on doit à la fois impulser et à la fois, à mon sens, c'est mon avis, on doit aussi montrer qu'on est humain et que c'est OK de se tromper et que oui, on n'est pas parfait. Je pense que ça fait vraiment partie de l'équation. Mais le problème, c'est que quand on partage peut-être un peu trop, qu'on n'est pas bien, qu'on n'a plus d'énergie. Moi, ce qui était mon cas là, les derniers mois, où vraiment il y a eu un moment donné, c'est-à-dire que je suis allée à ce point-là, j'ai envoyé un message sur Slack à toute l'équipe. J'ai dit, écoutez, aujourd'hui, je ne travaille pas, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, voilà, il y a trop de choses à gérer, etc. Je vous laisse gérer là. Voilà. Et le problème que ça a eu, c'est que, évidemment, ça a eu un impact sur le moral des troupes. Et donc, c'est là où finalement, mon partage de doutes est peut-être allé un peu trop loin. Sauf que c'est très difficile parce que on revient à la solitude du dirigeant. Donc, du coup, aujourd'hui, tu vois, par exemple, par rapport à ça, je sais plus trop où est la limite. Tu vois, ce que je dois partager, ce que je dois moins partager. Donc, j'en suis un petit peu revenue. C'est vraiment une problématique que j'entends souvent de est-ce que en tant que dirigeant, je dois être exemplaire et en même temps j'ai envie d'être authentique parce que de plus en plus quand même c'est quelque chose qui se transmet. On a le droit de montrer sa part de vulnérabilité. Je vais peut-être apporter quelques billes là-dessus, c'est que en fait il y a souvent pareil un amalgame entre partager ses doutes et là je vais même dire partager son état d'esprit et se décharger émotionnellement. Et en fait, la nuance, elle est très mince. Elle est importante. C'est vrai. Si tu dis « Ah là là, j'en ai marre, j'en peux plus », on se décharge émotionnellement. Donc là, par exemple, ton équipe, je sais pas comment ça s'est passé, hein, mais on peut imaginer qu'ils se posent des questions. Et quand on est sur quelque chose d'émotionnel et qui est à l'écrit, chacun peut partir dans son interprétation, ses inquiétudes. On est sur de l'incertitude. Et du coup, l'incertitude, c'est quelque chose que le cerveau, il aime pas. Par contre, effectivement, moi, ce que je conseille souvent à mes clients et mes clientes, c'est de partager ton état d'esprit. Aujourd'hui, je ressens ça et ça. Ce dont j'ai besoin, parce qu'en fait, il faut aussi pouvoir identifier ces besoins, ça et ça. Je vous laisse la barre pour le moment parce que je vous fais confiance. Vous êtes une équipe solide. Je suis là s'il y a besoin, mais évitez quand même de me solliciter pendant la journée qui va se dérouler là. De donner un petit peu les directives. Et je sais pas si tu vois ce que je veux dire par partager son état d'esprit versus l'émotion. Voilà. Ouais, complètement. Je vois complètement j'ai la distinction là. Et effectivement, instinctivement, aujourd'hui, j'agis un peu plus comme ça. Tu vois, je vais être moins, t'as raison de dire, peut-être qu'à un moment donné, j'irai pas jusqu'à dire que j'étais dans la décharge émotionnelle parce que j'étais pas à ce point-là. Mais par contre, le jour là
que j'ai décrit, oui, là, clairement, j'étais dans la décharge émotionnelle. J'ai envoyé un message à tout le monde. J'ai dit, écoutez, j'en peux plus. Là, j'ai besoin de déconnecter. Et donc, c'est comme ça que je l'ai fait. Mais tu vois, j'ai ressenti, ouais, vraiment que ça avait impacté l'équipe. C'est-à-dire que, ouais, en fait, c'est ça, finalement, tu l'as dit, c'est ça qui est difficile et qui est où on marche un petit peu sur des œufs parce que on a envie d'impulser le bon, le positif, mais des fois, on est humain et des fois, on n'a pas la force d'impulser le positif certains jours. Donc, c'est sûr que c'est pas toujours facile, mais j'agis un petit peu autrement aujourd'hui. Maintenant, il faut que je trouve un équilibre, tu vois, entre tout ce que tu as dit finalement. Est-ce que décharge émotionnelle versus donner un petit peu l'état d'esprit, quoi. Et de manière un peu pragmatique, en fait, presque il faudrait être un petit peu factuel, tu vois. Quand on transmet notre état d'esprit, etc. Les émotions, en fait, si tu veux, c'est le truc le plus contagieux du monde, pire que le Covid. Donc, en particulier les émotions désagréables, donc colère, peur, tristesse, etc. De ce côté-là, c'est très, très, comment dire, voilà, c'est très transmissible. On le ressent très vite, même quand quelqu'un te le dit pas. Tu vois, quand quelqu'un est anxieux, pas bien, généralement, on le ressent facilement. Et nous-mêmes, on est impactés. Donc, du coup, oui, les émotions, tu peux les partager. En fait, de manière... les positives, j'ai envie de dire, tu peux les partager allègrement pour impulser de l'énergie. Et peut-être il y a des jours où tu as vraiment d'énergie, mais on ne te demande pas d'être toujours à 10 sur 10 en émotions positives. Donc, parfois, effectivement, tu peux être peut-être plus pondéré, plus neutre. Et si ça va pas, en fait, ton équipe, elle aura surtout besoin de savoir, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi. On en est là, Ouais. il se passe ça. OK, c'est quoi la suite ou c'est quoi les directives, entre guillemets, quand je dis directives, hein. Ça, tu vois, on le fait déjà avec la météo du jour. C'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai déjà entendu partout, tu vois, sur les conseils de management, et c'est quelque chose qu'on fait. Et je leur dis bien, quand vous partagez votre météo du jour, dites j'ai besoin de. Si par exemple vous me dites je suis fatiguée, dites-moi je suis fatiguée et j'ai besoin qu'on évite de trop m'interrompre aujourd'hui, par exemple. Donc j'essaye, tu vois, d'instaurer aussi des choses comme ça, justement un peu plus factuelles. Ça fonctionne assez bien, mais bon, voilà, on a des failles, hein, on est des humains, donc du coup, ça arrive que ce soit pas parfait. On est en process d'amélioration continue et très très bon tips, très bonne technique parce que souvent on s'en tient à la météo du jour, donc c'est donner son ressenti. J'imagine toi c'est en visio peut-être, chacun fait on fait un tour de table. Oui, on le fait aussi sur Slack. Parce qu'on n'a pas des réunions tous les jours, on le fait aussi sur Slack. Des fois d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a aussi, alors c'est pas tout à fait la météo du jour, mais à la fin de chaque semaine, toutes les personnes de l'équipe ont un template, si tu veux, à remplir. À l'intérieur, ils disent, bon voilà, les missions qu'ils ont faites, sur quoi, c'est quoi les missions chaudes qu'ils ont pour la semaine prochaine. Mais on a aussi et surtout un espace de comment tu t'es senti cette semaine. Et donc là, à ce moment-là, ce qu'il y a de plus facile pour eux, et c'est plus facile aussi pour moi d'ailleurs, c'est que comme c'est à l'écrit, parfois il y a des choses qu'on n'ose pas toujours aborder à l'oral, qu'on va pouvoir plus facilement dire à l'écrit. Et dans ces cas-là, toute l'équipe va voir, par exemple, si moi je dis j'ai été fatiguée ou j'ai rencontré des difficultés sur telle chose et du coup, voilà, ça m'a un peu mis en colère, par exemple. Bien, tout de suite, on va avoir les personnes de l'équipe qui vont dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour la fois prochaine, etc. Donc, c'est pour ça qu'on alterne entre de l'écrit et de l'oral. On fait un petit peu des deux parce que je sais qu'à l'écrit, parfois, c'est plus facile de s'exprimer. C'est vrai. Et puis ça permet aussi d'être un peu plus face à ce qui nous arrive parce que ça te demande un petit temps d'introspection. OK, en fait, comment je me sens? Et pour moi, tu fais déjà de la prévention des risques psychosociaux et de santé mentale parce que tu te soucies de comment se sent ton équipe et c'est pas forcément... c'est pas un réflexe que tout le monde a encore adopté. Et tu vois, ça coûte pas grand-chose, ça prend pas 50 ans. Et vraiment, le tips là que tu donnes qui est important, c'est le « j'ai besoin de ». Pourquoi il est important? Parce qu'en fait, on ne peut pas deviner ce dont la personne a besoin. C'est très compliqué. Et ce serait une erreur de penser que parce que notre collaborateur nous a dit « je me sens fatigué aujourd'hui », eh bien nous, on va tout de suite intuiter de quoi il a besoin. Et pourtant, c'est une erreur assez fréquente de croire que parce qu'on a dit ça, et donc ça pourrait même créer des... je l'ai vu parfois dans les grosses structures, où il y a la météo du jour et où on s'en tient à ça, et du coup, comment te dire, les collaborateurs s'attendent à ce que le manager ou le dirigeant prenne des initiatives, soit plus compatissant, bref, en tout cas, tiennent compte de ces informations, en adoptant des comportements.
qui Mm. n'ont pas forcément, comment te dire, exprimé. Donc ils se disent, bah mince, je lui ai dit que j'étais crevée, il aurait dû faire ci ou ça. Et oui. Mais non, en fait. Bah, le problème, c'est que c'est trop sujet à interprétation et à supposition. Mm, mm. Donc ouais, moi j'insiste souvent là-dessus. Même des fois, ils oublient de le dire. C'est-à-dire qu'ils disent, par exemple, ils mettent une météo, je sais pas, nuageuse, tu vois, par exemple, parce qu'on, par exemple, sur Slack, on met les emojis. Bah, des fois, je vais revenir et je vais dire, ok, mais du coup, t'as besoin de quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Des fois, j'ai besoin de redemander. Mais bon, en tout cas, on essaie de faire comme ça. Ouais, d'accès solution. Et vraiment, je te dis, c'est un mini travail d'introspection qui permet aussi à la personne de se dire, ok, bah en fait aujourd'hui je me sens comme ça, bah peut-être que je vais prendre une pause à l'extérieur et que ça va me faire du bien d'aller me changer les idées à l'extérieur Mmh. plutôt que de manger chez moi, tu vois. Mmh. Ouais, complètement. Donc c'est très aidant et ça a un impact forcément direct aussi au niveau travail, ambiance de l'équipe, j'imagine. Il y a peut-être plus de Oui, cohésion. bah, il y a plus de compréhension et on va dire qu'on communique mieux. Mm. Et donc forcément, si tu veux, c'est difficile de savoir qu'est-ce que ça aurait donné si on ne l'avait pas mis en place. Mais en tout cas, je sais que c'est bénéfique. Ça, c'est sûr et certain. Parce que ça évite... de toute façon, pour moi, la communication, c'est clé. Si on ne communique pas, c'est là que l'enfer est face à toi et arrive très vite. Donc, j'essaye de mettre de la communication partout, dans tout. Bah, en fait, dès que tu peux, c'est effectivement, moi j'appelle toujours ça expliciter l'implicite. Parce qu'en fait, il y a toujours des sous-entendus, des interprétations. Mmh. Malheureusement, notre petit cerveau, il a tendance à interpréter de manière négative les comportements ou les phrases ou les écrits. Et remettre un petit peu de clarté là-dessus, c'est jamais de trop, de toute façon. C'est clair. C'est le cas de le dire. Ok, qu'est-ce que je voulais aborder avec toi? Je suis en train de regarder mes petites notes. Ouais, il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure, je vais refaire un petit saut en arrière. Euh, C'était effectivement que toi, tu mettais en place un plan d'action. Donc ça, c'est typique Pauline Sarda, quand même, le plan d'action. Pour les gens qui vont regarder ce que tu proposes comme programme, c'est très, ça te représente bien. Et je me disais, tu vois, ça c'est quelque chose d'intéressant, c'est que voilà, donc dans ton parcours, dans ton évolution, tu t'es donné des deadlines, tu t'es fixé des repères, etc. Et c'est à partir de ça, de ces petits bilans, en fait, que tu as redirigé le cap, ou en tout cas que tu as pris des initiatives ou tu as tiré des conclusions. Oui. Ok, maintenant, je me dis, ça, il y a une, comment te dire, pas une erreur, mais en tout cas, un constat que je fais beaucoup, c'est en management. À la question de est-ce que j'ai choisi la bonne personne, quand parfois il y a des couacs, on va dire, avec les collaborateurs, parfois il n'y a pas je dirais, il n'y a pas justement de plan d'action. Et on est dans cette espèce d'idée que bah, finalement, si ce collaborateur ne convient pas, je vais juste lui dire, bah écoute, ça, il faudrait que je sais pas moi, que tu progresses sur telle ou telle compétence. Mais souvent, la personne doit un peu se débrouiller toute seule. Il n'y a pas justement, entre guillemets, de plan d'action. Est-ce que toi, déjà, c'est quelque chose que tu as pu vivre, c'est-à-dire un collaborateur qui faisait pas forcément certaines missions correctement, que tu as dû reprendre un petit peu? Et si oui, du coup, comment tu as fait? Est-ce que tu as mis un plan d'action? Ouais. Qu'est-ce que tu as mis en place? Alors c'est marrant, mais non, j'ai pas mis de plan d'action enfin en tout cas dans l'exemple que tu te donnes. Par contre, ce que je fais, c'est que si on voit que, pour moi, finalement, quand on voit qu'il y a des erreurs ou qu'il y a des choses qui sont pas faites exactement comme elles auraient dû l'être, pour moi, c'est toujours une opportunité de s'améliorer. Donc ça veut dire que forcément, il y a eu un problème ou dans le process ou dans la manière de communiquer les informations. Donc en général, je vais plutôt aller chercher d'où ça vient. Surtout sans jamais remettre d'ailleurs la faute sur personne, parce qu'en fait, c'est jamais la faute ou de l'un ou de l'autre. Ça peut être la faute de moi parce que j'ai mal communiqué quelque chose, j'ai oublié de dire quelque chose, ou alors Marielle, la directrice des opérations, parce qu'elle s'occupe beaucoup de ça pour le coup, peut-être mal transmis les informations. Donc en général, on va plutôt aller revoir ensemble le process, et effectivement, on va remettre en doute finalement le process qui est en place. Et on va dire, OK, donc factuellement, OK, comment t'as fait, comment ça s'est passé? OK, donc peut-être que là, effectivement, on a mal communiqué avec toi et c'est pas les informations qu'on aurait dû te donner. Peut-être que là, c'était pas clair. OK, donc du coup, la prochaine fois, on va faire comme ça. Et on va plutôt être, effectivement, on est dans un processus d'amélioration continue, mais ça, je le suis dans tout. Mmh. Je le suis dans tout. Et donc,
non, enfin, tout dépend si tu appelles, est-ce que c'est un plan d'action? Non, c'est pas vraiment un plan d'action. On va pas vraiment reposer un plan d'action quand même. On va plutôt reprendre ce qui a été fait et on va venir corriger pour que les fois suivantes, ce soit différent. Je sais pas si j'ai répondu à côté. Si, si, non, non, c'est hyper intéressant. Donc effectivement, déjà, toi, tu pars du principe que c'est pas forcément de la faute, entre guillemets, ou de la responsabilité entière du collaborateur. Donc, petite mise en perspective déjà de ce qui s'est passé et avec, de ce que je comprends, une espèce d'analyse un peu systémique. On va regarder tout ce qui s'est passé autour et on va essayer d'en tirer des leçons d'apprentissage, en fait, hein. Ouais, exactement. Et vraiment, je suis persuadée que non, en fait, pour moi, c'est pas possible que ce soit que la faute du Mmh. collaborateur. Pour moi, il y a forcément, il y a toujours une petite faille, quelque chose que peut-être on a laissé passer ou ouais, et la plupart du temps, c'est vraiment ce qui se passe et pour moi, à chaque fois, c'est ce que je dis souvent à l'équipe: «Bon, OK, on s'est trompé, soit, ça fait pas plaisir» parce que des fois, ça a des répercussions, tu vois? Typiquement, quand, je sais pas moi, il y a une erreur, alors c'est arrivé peu de fois, mais c'est déjà arrivé. C'est tout bête, hein, mais quand il y a une erreur, c'est pas la personne qui s'occupe du service client n'a pas envoyé le bon lien, Zoom, à, l'un des groupes de nos clients sur le 3.6 par exemple, tu vois? Mmh. Bah, bon, bah, voilà, c'est arrivé, ça fait chier, hein, disons-le. Enfin, tu vois, moi, c'est le genre de truc qui m'agace parce que je suis assez perfectionniste. Mais je vais dire: «OK, soit, c'est arrivé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive plus? Et pourquoi c'est arrivé?» Et dans ces cas-là, on va dire: «OK, en fait, peut-être que le process de vérification n'est pas le bon. Peut-être que», et des fois, typiquement, process de vérification, par exemple. Ce qu'on va vérifier et nous, on l'a ajouté et je souris parce que c'est quelque chose de tout bête, mais sur nos process de vérification, donc la plupart du temps, c'est quasiment plus moi qui vérifie aujourd'hui, c'est plutôt Marielle. Mais ce qu'on a noté, c'est qu'on a des checklists en fait de vérification, par exemple, dans nos process. Eh bien, l'une des premières cases, c'est je suis en forme et je n'ai pas 7 heures de travail dans la tête. Et c'est Mmh. la première case. C'est tout bête. Mais en fait, si tu es fatigué, tu peux pas faire du bon travail, en fait. C'est pas possible. Donc, si tu es fatigué, eh bien, écoute, tu attends demain matin et tu fais ça à 9 heures quand tu seras frais. Mmh. C'est génial. Et on l'a ajouté, quoi. En fait, c'est tout. C'est génial, c'est trop bien ça. Alors, Pauline, tu viens de créer un nudge. Voilà, je te le dis. Donc, le nudge, c'est le coup de pouce. C'est un concept scientifique qui a été amené par Richard Thaler et qui permet justement, avec des petites, comment dire, mises en place de dispositifs tout bêtes et peu coûteux, de changer, d'encourager ce qu'on appelle les comportements positifs. Alors, on y mettra plein de Mmh. choses, mais là, le comportement positif, c'est être frais, entre guillemets, et bien concentré pour faire un travail qui demande pas mal de matière grise, on va dire. Mmh. Ouais, bah voilà, c'est tout bête, mais c'est des petits ajouts comme ça qu'on va faire et qui peut paraître un petit peu bête, mais en fait, des fois, on se rend compte que c'est juste parce que tu étais fatigué qu'il y a eu une erreur dans la vérif et qu'en fait, c'était juste ça le problème, Mm. en fait. Mais j'adore parce qu'en fait, tu mets la fatigue comme étant un facteur extérieur et pas un facteur, comment dire, j'ai plus le verbe, mais que tu attribues uniquement en fait au collaborateur et à la responsabilité du collaborateur. Mmh. Ah ben non, je sais très bien qu'on est tous humains et qu'on peut des fois avoir une journée, dans les pattes et on est fatigué, quoi. Mm. Donc Mm. je suis complètement, OK avec ça, quoi. Top. Donc du coup, tu as adapté le process, en tout cas la checklist. Par exemple, c'est ça. Mm. Mm, mm. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a, parce que moi, quand je t'écoute, je me dis, oh, chouette, le doute, finalement, en fait, c'est quelque chose euh, qui est plus lié, en tout cas de ce que je comprends pour toi, à de la remise en question, amélioration des process, etc. Mais est-ce que parfois, pour toi, le doute, il a pu être un peu, entre guillemets, paralysant ou- et du Mmh. coup, alors est-ce que tu as pu le dépasser à ce moment-là ou pas? Alors le doute paralysant, j'aurais presque envie de te dire que je l'ai connu dans une autre vie. Ouais. Avant justement tout ce tumulte dont j'ai parlé, au début là, où j'ai eu un gros déclic dans ma vie qui a fait que j'ai fait plein de choses. Avant, oui, j'avais beaucoup de doutes, paralysants. Aujourd'hui, je pars du principe que pour lever le doute, il faut passer à l'action. Parce qu'en fait, passer à l'action, ça t'aide à éventuellement peut-être, oui, fermer des portes, mais dans tous les cas, ça te pousse vers la bonne porte. Donc, à part si vraiment, j'ai un choix cornélien, tu vois, à faire entre 2 choses, et que j'ai un temps court et que c'est maintenant ou jamais, tu vois, par exemple, je vais toujours, dans tous les cas, choisir quelque chose, le faire
et après on voit. Et si ça marche pas, je passe à autre chose, tu vois. Donc vraiment doute paralysant. Franchement, évidemment, je dois en avoir, mais il y en a aucun qui me vient comme ça. Mais par contre, c'était limite mon fonctionnement avant que je devienne entrepreneur, tu vois. Et qu'est-ce qui a fait la bascule? Enfin, je sais pas si tu l'as identifié, mais est-ce qu'il y a eu une bascule? La bascule, ça a été de tout simplement me dire que j'étais responsable en partie de ce qui m'arrivait ou de ce qui ne m'arrivait pas, et que quand tu veux quelque chose, il faut agir. Et donc si tu n'agis pas, tu es sûr de ne pas l'avoir. Donc du coup, quand je doute, je me dis, pour moi c'est une perte de temps de douter en fait. Tu doutes, tu ressasses, et pendant ce temps tu fais quoi? Pendant ce temps-là, tu n'agis pas. Donc je sais pas, c'est difficile à expliquer. Peut-être que toi, de l'extérieur, tu peux l'expliquer. Moi, de ce que je comprends, en tout cas, c'est que effectivement, souvent, le doute paralysant, c'est quand il y a trop de réflexion. Et souvent, le réflexe classique, c'est de s'empêtrer ou de s'embourber dans de la réflexion ou de la rumination, comme tu l'as dit. Et en fait, à un moment donné, il n'y a pas de réponse. La seule réponse, tu l'as dit, elle va venir par l'action. Et il y a peut-être un truc qu'il faut savoir, c'est que tu auras peur quand même. Tu seras pas sûr au début. Et on n'est pas obligé d'attendre d'être sûr à 100%. Et je pense que c'est même, enfin, je sais pas ce que tu en penses, coûteux, risqué d'attendre d'être sûr à 100%. Oui. Oui, parce que en réalité, je pense qu'on est rarement sûr à 100% de quelque chose. Et donc, ça veut dire que du coup, on n'agit jamais. Quelque part, c'est comme le doute. Ça fait partie du jeu, quoi. Carrément. C'est ça. Ouais, c'est bien dit. Donc, moi, j'aime bien cette vision du doute là qui est apportée finalement, qui est là pour peut-être nous tenir informés de quelque chose, de soit un environnement, un contexte, un état d'esprit, enfin, en tout cas quelque chose qui ne convient pas, mais qui est finalement une porte. Alors, je sais pas si c'est de sortie ou d'entrée. En tout cas, une nouvelle voie qui se dégage, qui peut se créer et qui peut te permettre d'aller vers du mieux. Mais sans, voilà, comment dire, sans action, c'est pas possible. Sans passer à l'action, on ne pourra pas y Non, aller. et puis en plus, quelque part dans le doute, on va dire que derrière, il y a plusieurs actions possibles. Mais en réalité, toutes les actions que tu vas poser, que tu choisisses la rouge, la violette ou la orange, elle va avoir une répercussion, elle va avoir quelque chose. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu doutes ou que tu y ailles et que tu fasses le bon choix, je vais mettre des guillemets parce que le bon choix, qu'est-ce que ça veut dire en vrai? On ne sait pas. Dans tous les cas, tu auras toujours potentiellement des choses positives et des choses négatives. Par exemple, on veut poster un contenu sur LinkedIn. On se dit, oh là là, mon Dieu, je ne peux pas dire ça sur LinkedIn. Oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je le poste? Est-ce que je le poste pas? Si tu le postes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut fondamentalement vraiment de si horrible se passer, se dérouler? Et est-ce que tu es OK éventuellement avec si le horrible il arrive? Parce que dans tous les cas, tu auras toujours des gens qui diront, ah là là, Charlotte, elle publie jamais quoi sur les réseaux sociaux, elle est pas régulière. Puis tu auras toujours quelqu'un d'autre qui va dire, oh là là, elle publie trop, ça me gave. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il faut juste, selon moi, être aligné avec vous, ce que vous avez envie de faire et les décisions que vous avez envie de prendre. Ce qu'il y a autour, limite, c'est accessoire parce que dans tous les cas, vos choix n'impacteront, alors ils vont impacter aussi la vie des autres potentiellement, mais quand on a des choix à faire, la plupart du temps, ils vont juste nous impacter nous. Donc, quelles vont être les répercussions pour moi? Et le reste, il peut être sujet à interprétation, il peut être sujet à critique, il peut être sujet à ce qu'on veut. Mais juste vas-y et tu verras bien ce qui se passe. On revient à soit dans l'action. Après, évidemment, j'ai conscience que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que l'action ou même la décision, c'est un muscle. Plus t'en prends, plus tu les prends vite, plus tu vas vite, plus tu actionnes. En fait, c'est et encore plus. Moi, je le vois en étant du coup aujourd'hui en ayant une équipe et tout. Je vois bien que 80% de mon temps est dédié à prendre des décisions. 80%. Donc, franchement, oui, évidemment, j'ai un petit peu d'opérationnel et tout, mais oui, je dois prendre des décisions, je dois arbitrer, c'est ça en fait mon métier aujourd'hui.
principalement. Donc oui, au début, c'était un peu plus dur. Oui, j'étais un petit peu plus longue à la détente pour prendre des décisions. Et puis au fur et à mesure, je les ai prises, je les ai reprises. Et puis voilà, tu vois, récemment, on a eu, sans rentrer dans les détails, d'ailleurs, j'ai fait un podcast là-dessus, mais je suis pas rentrée dans les détails non plus, évidemment, pour préserver tout simplement mon équipe. J'ai eu un souci, et il n'y a pas de secret dans ce que je vais dire, même si la personne de l'équipe tombait éventuellement sur cet épisode. On a eu un souci avec quelqu'un de l'équipe. Eh bien, c'est simple. J'ai été, on va dire que j'ai rencontré le souci de manière assez frontale le vendredi. Le lundi, j'avais pris ma décision et terminé, j'avais mis en action ma décision. Alors que peut-être il y a 4 ans, j'aurais pris 10 jours. Et donc ça vient au fur et à mesure. Ça veut pas dire que je doutais pas. Mais de toute façon, il fallait que j'actionne, il fallait que je prenne une décision. Donc genre, vas-y Pauline, quoi. Dans tous les cas, il faut que tu prennes une décision. Donc go. Génial. Donc effectivement, ça reste toujours l'action et je te rejoins sur cette idée de muscle. Il faut pas s'attendre à, comme ça, du jour au lendemain, savoir prendre des décisions et c'est clairement le rôle d'un leader de prendre énormément de décisions. Donc oui, ça peut impacter l'équipe, oui, ça peut impacter votre entreprise. Après, vous allez au fur et à mesure aussi, j'imagine que ça doit être ton cas, vous forger une espèce de boussole intérieure ou de GPS intérieur qui vont être des indicateurs qui vont vous faciliter la prise de décision. Ça vient au fur et à mesure, justement, en passant à l'action, et pas uniquement dans la réflexion. C'est très très contre-intuitif, hein, mais on a bien fait d'insister là-dessus. Et puis en plus, d'un point de vue développement d'une entreprise, c'est tellement puissant. C'est-à-dire que le temps que vous perdez à tourner en rond, c'est titanesque. En fait, vous gagnez plus à prendre des petites décisions au fur et à mesure, mais à chaque fois, vous continuez de marcher, vous continuez d'avancer. Alors que si vous êtes dans le doute, vous restez au même endroit. Vous n'avancez pas. Et ça, c'est dommage. C'est-à-dire que dans tous les cas, non seulement ça fait partie du processus quand on est entrepreneur particulièrement d'être dans le doute, bon, dans tous les cas, dans la vie de façon générale, mais quand on est entrepreneur d'être dans le doute tout le temps, mais non seulement ça fait partie du processus d'essayer des choses. C'est ça, être entrepreneur. On ne peut pas réussir tout ce qu'on touche. C'est pas possible. Même si on a l'impression sur les réseaux sociaux que tout le monde réussit tout ce qu'il touche. C'est juste parce qu'ils vous parlent pas de ce qui a planté. C'est tout. Tout à fait. Tu fais bien de le préciser. Écoute, je te remercie pour cette phrase hyper inspirante. On va utiliser les termes à la mode, mais j'ai pas d'autres mots qui me viennent. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Encore un grand merci, Pauline, d'avoir accepté mon invitation à venir sur Leader Insight. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Audrey. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves, ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.